Bonjour et bienvenue à cette webconférence qui est consacrée à la thématique suivante: «Et si vous ne pouviez plus vous exprimer, que faire?» Donc je dois dire, déjà que je me réjouis de voir, le nombre de personnes, qui se sont, connectées, aujourd'hui et puis vous venez d'horizons, très variés puisque, pour ne pas les citer, nous avons des personnes du grand public, des professionnels et puis, des bénévoles. Donc cette webconférence, elle vous est présentée par, l'URIOPS Auvergne-Limousin. L'URIOPS, c'est une union regroupant les associations du secteur social et médico-social et de santé qui, interviennent auprès des publics fragiles, donc personnes âgées, personnes handicapées, personnes en situation d'exclusion, enfants et patients. Voilà, donc pour ma part, je suis, Julie Aigret, la directrice de l'URIOPS et je suis accompagnée, d'Adeline Vivet qui va se présenter. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je suis conseillère technique à l'URIOPS Auvergne-Limousin, notamment sur le secteur des personnes âgées, mais également pour tout ce qui concerne le volet juridique, droit du travail, droit associatif. Alors nous sommes également, très heureuses d'accueillir, parmi nous, le docteur Marie-Agnès, Mazin. Est-ce que vous pouvez, madame Mazin, présenter un peu votre parcours, s'il vous plaît? Bonjour à tous, oui, donc je suis docteur Mazin, je travaille à l'hôpital de Riom en médecine polyvalente, où nous avons quelques lits identifiés en soins palliatifs, ce qui veut dire qu'une partie de l'équipe a été formée à la prise en charge des patients en soins palliatifs. Je suis aussi membre de la SFAP, la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs, et de la SRAP, la Société régionale. Et j'ai accepté votre invitation aujourd'hui, puisque je pense qu'il est aussi temps que les soignants des soins palliatifs sortent de leur service et viennent au contact du grand public pour les sensibiliser sur les possibilités de la loi, ce qui leur est offert et ce à quoi ils ont le droit. Je vous remercie. Alors maintenant que les présentations sont faites, il est important de rappeler que cette webconférence est le fruit, d'un travail que nous avons mené en collaboration avec l'Agence régionale de santé Auvergne et la Conférence régionale de santé et de l'autonomie Auvergne. Donc c'est la deuxième webconférence d'une série, de 3 webconférences qui va durer environ, 1 heure. Alors pour les personnes pour lesquelles ça serait une première, hein, cet exercice de webconférence, rassurez-vous, vous aurez simplement à vous laisser guider et justement donc, je vais vous présenter, les règles du jeu. Alors, tout d'abord, ne vous inquiétez pas, mais vos micros, ont été coupés, mais vous pourrez, interagir avec nous et je vais vous expliquer tout à l'heure comment. Ensuite, si vous rencontrez une quelconque difficulté technique, vous pourrez suivre malgré tout la webconférence par le système donc audioconférence en contactant notre service technique. Sachez également que cette webconférence est enregistrée et que vous pourrez la retrouver sur, notre site internet, mais également sur YouTube. La webconférence de la semaine dernière a d'ailleurs été déjà, postée, donc si vous souhaitez la revoir, c'est tout à fait possible. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions et nous les traiterons tout au cours de la webconférence. Alors justement, par rapport aux questions, vous pouvez poser vos questions grâce au petit encadré qui se trouve en bas à droite de votre écran. L'intitulé est «Posez vos questions ici». Donc vous allez renseigner, voilà, votre question. Une fois que vous l'avez écrite, vous appuyez sur la petite bulle qui est située à droite du rectangle, où vous pouvez également appuyer sur la touche Entrée de votre ordinateur. Voilà. Alors, nous en avons fini pour, la présentation, matérielle, organisationnelle de cette webconférence. Nous allons maintenant pouvoir parler, du sujet qui nous rassemble aujourd'hui. Donc nous souhaitons vous parler d'un droit qui est celui de s'exprimer. Donc on est effectivement, dans un contexte un peu particulier puisque, cela touche à la volonté, votre volonté, savoir comment vous allez pouvoir l'exprimer quand vous êtes dans une situation difficile. Voilà et ça rejoint en fait le petit quiz que nous avons posté tout à l'heure, auquel certains ont répondu. Je vous rappelle la question, c'était, avez-vous envisagé qu'un jour vous ne puissiez plus vous exprimer, exprimer votre choix en matière de santé? Alors à peu près, je crois qu'il y avait à peu près 60 de personnes qui ont répondu que oui et 40 de personnes qui ont répondu, que non.
C'était pas forcément évident pour tout le monde de se projeter. Peut-être que vous avez eu aussi des proches, heu, qui ont, hem, qui ont été dans cette situation-là. C'est pour ça que nous vous proposons justement aujourd'hui de vous présenter les moyens qui sont à votre disposition et donc nous avons voulu vous présenter 2 sujets, celui de la personne de confiance et celui des directives anticipées que va vous présenter Adeline aujourd'hui. Voilà, donc je vous retrouve tout à l'heure. Merci Julie. Donc pour commencer cette web conférence, nous allons vous parler en fait d'un moyen d'expression très important, mais trop souvent méconnu du grand public. Alors en effet, nous avons souvent tendance à nous attaquer aux problèmes une fois qu'ils se présentent à nous, comme par exemple la lecture des contrats d'assurance une fois que la fuite d'eau a envahi notre maison. Pour sa santé, c'est la même chose. On ne se projette pas forcément dans la maladie et on n'imagine pas forcément que l'on puisse se retrouver dans des situations parfois présentées dans les médias. Et pourtant, si cela vous arrivait, que feriez-vous? Imaginez que vous puissiez, d'ores et déjà, alors que vous êtes bien portant, vous exprimer sur ce que vous désireriez en cas de graves problèmes de santé. Cela vous semble intéressant? Eh bien, sachez que c'est tout à fait possible. En effet, la loi française permet de rédiger ce que l'on appelle des directives anticipées. Pourtant, selon une étude récente, seulement 2,5% des Français se seraient saisis de ce moyen d'expression. Et vous, savez-vous ce que sont les directives anticipées? Je vous ai donc posé cette question qui s'affiche sur votre écran. Je vous laisse quelques petits instants pour y répondre afin que nous puissions ensuite échanger sur le sujet. Encore quelques instants pour les retardataires. Voilà, donc j'ai clos le sondage. Alors, je vois que les réponses sont très, très mitigées, hein, 50-50 quasiment. Donc, c'est parfait. Nous allons pouvoir justement, tout au long de cette première partie de la webconférence, évoquer ce que sont concrètement les directives anticipées et aller au cœur du sujet. Alors, je vous propose tout de suite de voir ensemble une petite vidéo qui va vous permettre en fait de faire un petit tour d'horizon de ce que sont les directives anticipées et nous nous retrouvons juste après. Lors de certadies ou d'accidents, vous pouvez perdre la capacité de vous exprimer directement. Pour prévoir cette situation, vous pouvez faire connaître vos souhaits par un document écrit, daté et signé. Vos directives anticipées. Elles précisent vos choix concernant notamment la poursuite, la limitation ou l'arrêt des traitements actifs. Comment seront-elles utilisées? Les médecins seront ainsi amenés à appuyer leurs décisions médicales sur vos volontés exprimées. Pour cela, il faut bien sûr que l'existence même de vos directives soit connue de l'hôpital, de votre médecin traitant, de vos proches ou de la personne de confiance que vous avez désignée. Tout en conservant l'original avec vous, vous pouvez leur en confier des copies. La loi évolue sur ce sujet. Il est donc utile de se renseigner régulièrement sur cette démarche et la durée de validité de vos écrits. Alors, n'oubliez pas, connaître vos droits, c'est aussi agir pour préserver votre santé. Donc, vous venez de voir une vidéo très succincte qui vous a permis un petit peu de balayer ce que sont les directives anticipées. Là, nous allons faire un focus un petit peu plus juridique et creuser réellement la notion. Alors, donc, les directives anticipées, pour commencer, de quoi s'agit-il? De quoi parle-t-on concrètement? Alors, il s'agit d'une possibilité qui vous est offerte de pouvoir, lorsque vous êtes encore en bonne santé et en capacité d'exprimer votre volonté, de faire connaître vos souhaits relatifs à votre fin de vie. Ces directives anticipées vont évoquer un certain nombre de possibilités médicales relatives par exemple à des traitements ou à des techniques de réanimation. Étant donné que les directives anticipées témoignent de votre volonté,
elles sont un document essentiel dans la prise de décision des médecins. Et autre point très important, il est nécessaire de noter que ces directives anticipées vont prévaloir sur tout autre avis non médical. Autrement dit, vos directives anticipées auront un poids plus important que l'avis de l'un de vos proches. Alors maintenant que nous venons de voir à quoi servaient les directives anticipées, je vous propose de nous arrêter quelques instants sur la façon dont vous devez rédiger vos directives anticipées. Alors, comme vous l'avez compris, les directives anticipées sont un document écrit. Vous devez donc vous-même rédiger vos directives anticipées, les dater et les signer. Vous devez également faire apparaître un certain nombre d'éléments obligatoires, comme votre nom, votre prénom, ainsi que votre date et votre lieu de naissance. Il s'agit là en fait des conditions de forme nécessaires pour que le document soit considéré comme valable et que les médecins puissent s'en saisir. Vous pouvez rédiger vos directives anticipées sur papier libre ou alors vous pouvez vous saisir du formulaire existant qui est disponible sur le site www.service-public.fr. En cas de difficulté, si le fait de rédiger ces directives vous pose quelques problèmes ou quelques difficultés, n'hésitez pas à demander conseil à votre médecin traitant. Autre point important dans la rédaction des directives anticipées, il est nécessaire que l'auteur du document soit en état d'exprimer sa volonté de façon libre et éclairée. Alors, de façon libre, autrement dit, lorsque vous rédigez vos directives anticipées, vous ne devez pas être sous l'influence d'une tierce personne. Ensuite, nous parlons de consentement éclairé. Autrement dit, au moment où vous rédigez vos directives anticipées, vous devez être en possession de toutes vos facultés intellectuelles. Sachez qu'il est tout à fait possible de demander au médecin de joindre à vos directives anticipées une annexe qui viendra attester que vous êtes en état de vous exprimer sur vos volontés. Nous venons donc là de voir un certain nombre d'éléments concernant les directives anticipées. Je vous propose de faire d'ores et déjà un premier petit point sur ce que nous venons d'évoquer ensemble en vous posant la question suivante. Selon vous, les directives anticipées vous imposent de rédiger un document écrit, remplir un formulaire préétabli, disposer de toutes vos facultés intellectuelles ou de ne plus changer d'avis. Bien évidemment, vous pouvez cocher plusieurs réponses. Je vous laisse quelques instants pour répondre à la question. Encore quelques secondes avant que nous passions aux résultats. Voilà, le sondage est donc terminé. Alors, donc, je vois que 100% d'entre vous ont répondu que les directives anticipées devaient impérativement être écrites. Donc, en effet, les directives anticipées doivent être rédigées à l'écrit. Ensuite, la moitié d'entre vous ont répondu qu'il fallait remplir un formulaire préétabli. Alors, j'en ai en effet parlé, sauf qu'il ne s'agit là pas d'une obligation. Vous pouvez tout à fait les rédiger sur papier libre. Toutefois, bien entendu, le formulaire préétabli peut vous guider éventuellement dans la rédaction de vos directives, mais il ne s'agit pas d'une obligation. Vous êtes 88%, on va dire 90 arrondissant, à avoir répondu qu'il fallait disposer de toutes ses facultés intellectuelles pour pouvoir rédiger ces directives. Tout à fait, c'est ce que je viens de vous exposer. On parle de consentement libre et éclairé. Et enfin, une très infime partie ont répondu que vous ne pouviez plus changer d'avis si vous rédigiez vos directives anticipées. Alors là, en effet, il s'agit d'une affirmation qui est fausse. Les directives anticipées sont révocables et c'est justement ce que je vais aborder tout de suite. Alors, les directives anticipées et si vous changez d'avis. En effet, cela peut tout à fait arriver. Alors, premier point très important, il faut savoir que la loi elle-même prévoit une durée de validité pour ces directives anticipées et elle est de 3 ans. Autrement dit, vous rédigez vos directives anticipées et au bout de 3 ans, il faudra forcément remettre un peu le nez dedans pour qu'elles puissent à nouveau continuer à prendre effet
encore pour une durée de 3 ans comme le prévoit la loi. Alors comment faire au bout de ces 3 ans pour faire en sorte que vos directives anticipées continuent à avoir un impact et à être recevables? C'est très simple. Au final, il vous suffit de préciser sur le document que vous décidez justement de confirmer vos directives et de signer cette confirmation sans oublier de dater bien évidemment. Si toutefois vous décidez d'apporter des modifications à vos directives, ce qui peut tout à fait arriver, là encore, il vous suffit simplement d'inscrire ces modifications sur vos directives anticipées. Et quel que soit le moment à partir duquel vous aurez décidé de mettre en place ces modifications, la durée de validité des 3 ans reprendra effet. Donc vous l'aurez compris, vos directives anticipées sont révocables à tout moment. Vous pouvez donc changer d'avis, apporter des modifications, qu'elles soient partielles ou totales. Sachez également que vous pouvez annuler vos directives anticipées. Dans ce cas, bien évidemment, nous vous conseillons de faire un écrit pour qu'il y ait une trace, bien sûr, de cette volonté d'annuler vos directives. Enfin, un point encore très important pour les directives anticipées et que je n'ai pas cité jusqu'à présent, l'intérêt de parler de ce document et surtout de vos volontés. Il est très important de noter que vos directives anticipées auront un poids encore plus important si vous pensez à en parler autour de vous. Il faut savoir que les situations dans lesquelles les directives anticipées sont lues et surtout entendues par vos proches sont des situations très difficiles. Il est donc utile de pouvoir en amont en parler avec vos proches, en parler autour de vous. En effet, vous pouvez tout à fait rédiger vos directives anticipées tout seul dans votre coin. Elles peuvent être tout à fait recevables d'un point de vue juridique. Toutefois, si personne n'en a connaissance, vous comprenez bien que leur impact sera plus que limité. Donc, pour suivre vos directives anticipées, encore faut-il savoir qu'elles existent. Et pour cela, il est donc très important d'en parler. Vous pouvez également confier un exemplaire de vos directives anticipées à la personne de votre choix, qui peut être par exemple la personne de confiance dont vous parlera tout à l'heure Julie, mais vous pouvez également confier un exemplaire à votre médecin traitant. Voilà sur ce que je pouvais dire concernant les apports théoriques sur les directives anticipées. Alors, quelques questions apparaissent. Julie, peut-être veux-tu prendre la main? Alors oui, il y a des questions effectivement qui sont apparues, donc je vais te poser à Marie-Agnès Mazin. On va profiter de sa présence parmi nous. Donc il y a une question qui revient sur la notion de fin de vie. Alors qu'est-ce qu'on entend par cette expression, Madame Mazin? Tout à fait, ça reste très complexe à définir, bien sûr, parce qu'on n'est pas devin, même si on a des diplômes. Nous, on travaille en soins palliatifs. On a pour habitude de dire qu'il y a plusieurs étapes dans la maladie. Il y a une partie de la maladie, un temps de la maladie où on peut proposer un traitement avec un espoir de soigner la maladie. C'est la phase curative. Et inversement, quand il n'y a plus de traitements qui pourront augmenter la quantité de vie, la durée de vie, on passe plutôt en phase palliative. Après, la transition n'est pas aussi brutale que ça, et on a tendance à dire qu'on peut à la fois proposer des traitements à visée palliative, de confort, en même temps qu'on propose encore quelques traitements curatifs. Après la phase terminale du soin palliatif, donc que vous appelez la fin de vie, voilà, c'est la phase plus avancée où la maladie continue d'évoluer et les traitements curatifs ne marchent plus du tout, où seuls les traitements de confort peuvent être proposés, bien sûr. D'accord, très bien. Alors on a reçu une autre question. Que peut-on faire si physiquement ou matériellement, on ne peut pas rédiger soi-même ces directives anticipées? Alors effectivement, c'est une très bonne question. On a souvent cette situation, puisque à Lyon aussi, on a une population relativement âgée. Ils ont parfois des handicaps physiques ou des problèmes de concentration qui ne leur permettent pas de pouvoir écrire physiquement leur directive anticipée.
mais on constate quand même qu'ils ont toute leur tête, qu'ils ont bien compris où ils en étaient de leur maladie et qu'ils avaient justement la possibilité et le droit de pouvoir dire ce qu'ils voulaient et ce qu'ils ne désiraient pas qu'on propose comme traitement. Donc ces situations, on les a eues. En fait, la loi est très claire là-dessus. Il peut désigner le patient une personne qui écrira à sa place ces directives anticipées. Par contre, il faut deux témoins, donc une personne qui va écrire à la place et l'autre qui sera témoin aussi. Ils doivent signer et s'identifier sur un document. Et parallèlement, le médecin qui suit le patient doit authentifier que le patient a malgré tout toutes ses capacités intellectuelles et qu'il peut déléguer à une personne témoin ses directives anticipées. D'accord. Bon, je vous remercie pour ces quelques réponses. Je vais donc redonner la parole à Adeline. Oui, donc nous venons donc de faire un petit tour d'horizon sur les directives anticipées. Malgré l'importance de cet outil, comme on vient de l'entendre, les professionnels constatent que les directives anticipées sont quand même trop peu utilisées. Et je vais donc justement laisser la parole au docteur Mazin afin qu'elle puisse nous parler du quotidien des professionnels, de la réalité de terrain et savoir si concrètement vous recueillez beaucoup de directives anticipées. La réponse est non. Effectivement, on constate tous, y compris les professionnels du soin palliatif, que ça reste très difficile de recueillir des directives anticipées. Pourquoi? Parce que les réalités des patients sont difficiles à vivre. Ils sont en pleine crise. On leur annonce souvent un diagnostic difficile, parfois une évolution de la maladie qui n'est pas facile à entendre. Et aller les voir avec un listing, je caricature volontairement, de tout ce qui peut leur arriver par la suite, comme une sorte de case à cocher. Est-ce qu'on accepte, est-ce qu'on n'accepte pas? On a constaté réellement que c'est pourvoyeur de beaucoup d'angoisse. Donc, il faut, nous, qu'on arrive à s'adapter au rythme de chacun, à la sensibilité de chacun, à l'histoire de chacun. Et ça devient très complexe, et c'est possible, mais ça demande du temps. Par contre, moi, je pense que la nécessité, c'est que la population soit formée et réfléchisse en amont de la maladie aux directives anticipées et pourra, elle aussi, initier le dialogue avec le médecin en temps voulu à son rythme. Vraiment. D'accord, donc dans ces cas-là, pensez-vous que du coup nous devions tous rédiger nos directives anticipées en sortant de cette webconférence? C'est une très bonne question aussi, bien sûr. Je pense que c'est compliqué. C'est compliqué pour les patients déjà qui sont en crise avec leur maladie. Nous, en bonne santé, je ne suis pas sûre qu'on rédigerait exactement les mêmes directives le jour où on apprendra qu'on est atteint d'une maladie grave. Euh, Nous, on accompagne beaucoup de patients en soins palliatifs et on se rend compte que les discours, des paroles ont été tenues durant toute leur vie et qu'au moment où on annonce une maladie grave, il y a tout le temps une espèce de sursaut de survie qui fait que l'espoir il revient quand même. On s'accroche à une temporalité différente, mais on n'a pas toujours la même position qu'on avait eue durant toute notre vie. Donc c'est compliqué de rédiger quelque chose qui n'est pas dans la même temporalité que le jour où on apprendra une maladie grave éventuellement. Je crois que c'est compliqué de le faire quand on est en bonne santé. Je pense que l'idéal serait que les patients soient informés de cette possibilité un peu plus qu'actuellement, que les soignants soient plus formés à recueillir ces directives anticipées, à les entendre, à les expliquer, à les accueillir et ensemble renouer un dialogue patient et soignant. Merci beaucoup. Alors, une dernière question qui me vient. Quand on a des directives anticipées, au final, comment sont prises les décisions au niveau des instances médicales? Alors la loi Leonetti a été très claire et a redéfini ce qu'était la collégialité. On est passé d'un état un peu patriarcal où les médecins prenaient peut-être un peu trop de décisions dans leur coin, là aussi je caricature, mais la loi Leonetti a bien reprécisé ce qui est marqué dans le code de déontologie, qu'on a nécessité et obligation d'aller rechercher des informations maximum pour prendre la moins mauvaise décision concernant le patient. Dans la collégialité, on doit éventuellement recueillir des directives anticipées si elles existent, d'où leur intérêt, une personne de confiance,
On doit recueillir l'avis de l'équipe soignante pluridisciplinaire qui suit le patient, donc pas simplement le médecin, le soutien, évidemment le médecin qui est en charge du patient et éventuellement d'autres médecins experts dans la pathologie concernée. Et au bout du compte, le médecin qui est en charge le patient prendra sa décision qui sera éclairée par tous les avis qu'il aura recueillis, et non pas sa simple décision dans son coin. Merci beaucoup en tout cas pour ce témoignage et pour ces éléments complémentaires aux propos juridiques que j'avais tenus. Oui, alors je vais reprendre la parole. Nous allons aborder ensemble donc la personne de confiance. Alors dans la vie des jours, j'imagine qu'il y a des personnes qui vous entourent, peut-être des membres de votre famille, des proches, des collègues. Et dans cet entourage, y en a-t-il qui sont plus ou moins proches de vous? Est-ce que vous allez vous confier de la même façon à un tel ou un tel? Est-ce que vous allez partager les mêmes choses? Peut-être qu'avec certaines, vous ne souhaiterez rien partager du tout. Alors j'ai quelques images à vous montrer. Est-ce que vous feriez confiance à cet adorable chaton? Est-ce que vous feriez confiance à cette sublime créature? Et enfin, est-ce que vous faites toujours confiance à vos enfants ou petits-enfants? Alors nous voyons bien qu'il n'est pas toujours aisé d'accorder sa confiance. J'aurais pu vous donner encore tout un tas d'autres exemples. Pour diverses raisons, un animal va garder ses réflexes primaires. La beauté physique ne va pas toujours rimer avec fiabilité. Et un enfant est toujours attiré par l'interdit pour tester ses limites, les repousser. Et je pourrais encore en parler bien plus. Or, le jour où vous allez rentrer à l'hôpital ou dans un établissement social ou médico-social, on va vous poser une question en apparence très anodine, qui est votre personne de confiance. Et là, vous vous direz peut-être que c'est une simple formalité administrative, ou alors vous vous direz que ça peut être une question lourde de conséquences et il faudra bien que vous fassiez un choix. Alors il faudra bien choisir qui sera cette personne de confiance à qui vous allez accorder votre confiance, mais cela suppose, avant toute chose, de savoir quel sera son rôle. Alors justement, je vais vous proposer un quiz. Voilà. Quel est le rôle de la personne de confiance d'après vous? Alors vous avez 3 réponses possibles. Vous écoutez et vous aider dans votre prise de décision, décider des actes médicaux vous concernant, ou vous amener les croissants et le journal à l'hôpital. Alors je vous laisse quelques instants. Voilà. Ah, encore, oui, ça se précise. Ouais, bon. Alors, j'ai l'impression, voilà, que c'est bon pour tout le monde. Alors effectivement, la personne de confiance est là pour, vous écouter et vous aider dans votre prise de décision, hein. Il y a 95 de personnes qui ont choisi cette réponse. Il y a 57 par contre de personnes qui ont coché la deuxième, c'est-à-dire décider des actes médicaux vous concernant. Donc nous verrons tout de suite après qu'elle n'est pas là pour prendre des décisions à votre place. Ça, c'est quelque chose de très important. Et ensuite, vous amenez les croissants et les journaux, je dirais que c'est accessoire. Voilà, c'est plutôt sympathique effectivement de pouvoir avoir quelques petits cadeaux pour pallier, je dirais, à l'ambiance de l'hôpital qui n'est pas toujours très agréable à vivre, malgré la bonne volonté des soignants. Voilà. Donc, on va clôturer ce petit sondage. Voilà. Et je vous propose donc qu'on continue avec une vidéo qui va venir justement vous présenter le rôle de la personne de confiance. Et on se retrouve tout de suite après.
Vous ressentez le besoin d'être accompagné dans vos démarches de soins? Vous craignez de ne plus être en capacité d'exprimer vos souhaits? Choisissez dans votre entourage une personne de confiance pour vous assister, vous représenter et faire part de vos volontés. Elle vous accompagnera dans vos différentes démarches. Les professionnels de santé pourront la consulter si vous ne pouvez répondre vous-même sur les décisions concernant votre santé. Hospitalisation, opération, examen, nouveau traitement ou prolongation de soins. Comment faire? Tout majeur responsable peut à tout moment désigner une personne de confiance, à condition qu'elle accepte cette mission, bien entendu. Parents, amis, médecins traitants, il vous suffit d'un écrit pour la désigner, durablement ou lors de votre entrée à l'hôpital pour la seule durée du séjour. Pour qu'elle vous représente efficacement, discutez avec elle précisément de vos souhaits selon les différentes situations. Et faites savoir à votre entourage qui vous avez désigné pour qu'il soit facile de la contacter dès que cela est nécessaire. Si vous hésitez, sachez que vous gardez la possibilité de changer d'avis, désigner quelqu'un d'autre ou faire évoluer vos souhaits. La loi elle-même pouvant évoluer sur certains points, il est utile de se tenir régulièrement informé. D'ici là, n'oubliez pas, connaître vos droits, c'est aussi agir pour préserver votre santé. Je vais reprendre parce que je vois que mon micro était coupé, donc vous n'avez pas dû m'entendre. Donc je reprends. Donc, je disais que dans cette vidéo, vous avez pu voir que la personne de confiance peut vous accompagner, dans vos démarches de soins, en vous assistant, dans les entretiens médicaux, en vous représentant et en vous aidant dans votre prise, de décision. Alors je vous propose maintenant d'aller plus loin en faisant un point sur l'environnement juridique qui vient définir et encadrer sa mission. Alors en l'état actuel du droit, c'est la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades qui vient définir son rôle. Mais petit aparté oblige, en ce moment est discuté le projet de loi santé qui va revenir peut-être préciser le cadre. Voilà. En tout cas, ceci étant, la loi actuelle prévoit que nous pouvons tous, alors ça veut dire que c'est facultatif, nous pouvons tous désigner une personne de confiance à la double condition qu'elle donne son accord pour devenir votre personne de confiance et aussi que vous soyez majeur. Voilà. Alors ensuite, qui est-ce que vous pouvez désigner? Vous pouvez désigner qui vous voulez. Vous pouvez désigner votre conjoint, vous pouvez désigner un ami, un concubin, etc. Mais vous pouvez aussi désigner votre médecin traitant ou éventuellement la personne à prévenir en cas d'urgence. Dans le cas où votre état de santé ne vous permettrait pas de donner votre avis ou de faire part de vos décisions, votre médecin consultera votre personne de confiance. Cela lui permettra de le guider dans sa prise de décision, même si au final, c'est bien lui qui prendra sa décision. Vous pouvez en outre, c'est ce que Adeline a dit tout à l'heure, lui confier vos directives anticipées. Alors,
Nous allons poursuivre avec comment et quand désigner votre personne de confiance. Alors, on est, sur, je dirais, les mêmes règles que pour les directives anticipées. Il est conseillé de passer, par un écrit que vous pouvez donc, rédiger à tout moment, soit au moment de l'admission, soit juste avant l'hospitalisation ou en cours, d'hospitalisation. Vous pourrez bien sûr changer d'avis à tout moment. Donc vous pourrez annuler le choix que vous aurez fait. Vous pourrez aussi remplacer le nom de la personne de confiance par une autre personne de votre choix. Dans tous les cas de figure, ce qu'il est important, c'est de faire une modification écrite et d'en parler à votre entourage. La désignation de la personne de confiance peut être réalisée pour une durée déterminée ou pour une durée indéterminée. Alors, une durée déterminée, ça sera durant le temps de votre hospitalisation, en principe. C'est valable que pour le temps, sauf si vous faites une demande spéciale, et à ce moment-là, il faut que ça soit précisé dans votre dossier médical. À durée indéterminée, c'est dans le cadre d'une consultation de votre médecin traitant. Alors maintenant, nous allons parler des limites d'intervention de la personne de confiance. Alors, la personne de confiance ne pourra pas obtenir, par exemple, la communication de votre dossier médical. Il faudra que vous lui fassiez une procuration express en ce sens pour qu'elle puisse l'obtenir. De plus, si vous souhaitez que certaines informations ne lui soient pas communiquées, elles demeureront confidentielles, quelles que soient les circonstances. Et enfin, troisième cas, si votre personne de confiance doit être consultée parce que vous n'êtes pas en mesure d'exprimer vos volontés, les informations jugées suffisantes par le médecin pour pouvoir exprimer ce que vous auriez souhaité lui seront communiquées. Voilà, alors je viens de finir pour cette première partie. C'est le temps des questions. Donc, je passe le relais à Adeline. Ah. De nouveaux problèmes de micro, décidément, c'est la journée. Désolée. Donc, je disais que oui, en effet, j'ai eu le temps de lire un petit peu les questions qui s'affichaient et j'en ai vu une qui concernait notamment d'éventuelles circonstances dans lesquelles on ne pourrait pas désigner cette fameuse personne de confiance que tu évoquais à l'instant. Alors, oui, il y a des cas en effet où désigner une personne de confiance n'est pas possible. C'est le cas, par exemple, si vous êtes un majeur protégé par une mesure de tutelle. Dans ce cas-là, vous ne pourrez pas désigner une personne de confiance. Toutefois, si jamais vous avez désigné la personne de confiance avant que cette mesure ne soit prononcée, il appartiendra au juge des tutelles de se prononcer, alors soit en confirmant la mission de la personne de confiance, soit en révoquant sa désignation. Voilà. Alors, je te remercie, Adeline, pour ces éclaircissements. Je vous propose maintenant de poursuivre l'approfondissement de ce sujet avec le docteur Marie-Agnès Mazin. Alors, Madame Mazin, j'ai plusieurs questions à vous poser. Quel peut être l'apport ou l'intérêt pour une équipe médicale que la personne de confiance soit désignée? Un apport énorme, même si c'est rare qu'on arrive à recueillir le nom d'une personne de confiance. C'est un apport énorme dans le sens où c'est un interlocuteur privilégié pour nous et qui était désigné par le patient. Donc on peut s'adresser à lui en toute confiance et en tout lien éthique, j'irais même jusqu'à dire. Cette personne de confiance, elle va nous apporter ce qu'on appelle peut-être un témoignage, même si c'est un mot plein de sens affectif. C'est un témoignage de ce qu'aurait pu dire le patient s'il avait été en état de pouvoir s'exprimer. Un témoignage, ça veut dire qu'il faut que la personne de confiance ne nous dise pas ce qu'elle pense, elle, de la situation, mais ce qu'elle pense que le patient aurait pu dire dans de telles circonstances. En fait, ça nous aide parce qu'en fait, on pourra prendre, grâce à la collégialité dont on a parlé tout à l'heure, peut-être la moins mauvaise décision concernant le patient, parce qu'on aura
on aura un petit peu ses paroles, sa parole à lui. D'accord. Et doit-on désigner la personne de confiance de façon anticipée? C'est une question assez lourde aussi. Chacun doit voir en conscience. Bien sûr qu'il faut que ça soit anticipé. Après, j'irais même presque jusqu'à dire de façon très personnelle qu'il faudrait peut-être on pourrait plus facilement anticiper la désignation de notre personne de confiance que les directives anticipées, ce qui est assez perturbant. Mais je me place par exemple dans le cas où on est en bonne santé et qu'on sort, malheureusement, on a un accident de voiture. On n'a pas pu anticiper cet accident de voiture. On n'a pas pu anticiper les conséquences de l'accident de voiture. En revanche, d'avoir désigné de façon anticipée une personne de confiance, on sait que c'est cette personne qui est le plus proche de nous pour aider à prendre la moins mauvaise décision. Moi, je dirais qu'une personne de confiance, on pourrait presque sortir d'ici et tous réfléchir à une personne de confiance. Mmh. D'accord. Et est-ce que vous pouvez, parler un tout petit peu plus fort? Parce que j'ai des retours de personnes qui me disent qu'elles ont du mal à vous entendre. Alors, j'ai également, reçu, une autre question. C'est, du coup, qui doit parler, du dispositif, de la personne de confiance, au patient? Alors jusqu'à présent, c'était dévolu à tous les soignants. Il n'y a pas eu de désignation officielle. C'est vrai qu'on a des problèmes pour recueillir, notamment à l'hôpital, la personne de confiance parce que c'est noyé dans toutes les informations qu'on demande au patient quand il arrive à l'hôpital. La personne à contacter en cas de problème, la personne à contacter pour amener la brosse à dents qui manque, au milieu on met la personne de confiance. Euh, c'est dit avec humour, mais c'est une réalité parce que les patients ne comprennent pas le sens profond de la personne de confiance et les conséquences. Pour ma part, je milite sur l'hôpital de Riom pour que ce rôle revienne petit à petit aux médecins et infirmières éventuellement, puisque la décision, de toute manière, le médecin la prendra. Donc, il comprend exactement le sens de cette personne de confiance, la portée de la personne de confiance, et donc sera peut-être plus à même de pouvoir l'expliquer aux patients. Mmh. D'accord. Alors, ce que je propose, c'est peut-être que nous allions piocher d'autres questions. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à nous en poser. Je regarde. Je cherche une question. Oh, tu te régales. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Alors, tout à l'heure, on avait une question sur les directives anticipées. Donc, on nous demandait en fait, qu'est-ce que recouvrent les directives anticipées? Qu'est-ce que l'on peut mettre? Est-ce que vous auriez des exemples concrets des éléments qu'on peut retrouver dans une directive anticipée? Alors actuellement, les directives anticipées qui arrivent, qui sont préécrites avant l'hospitalisation et qu'on recueille, enfin, dont on est témoin durant l'hospitalisation, souvent ce sont des choses importantes, mais qui sont assez générales. Les patients nous disent de ne pas vouloir d'acharnement, de ne pas vouloir souffrir. Alors pour l'instant, c'est bien de le noter. J'espère que c'est une évidence pour tout le monde soignant de ne pas laisser souffrir les patients, bien sûr. Ça fait partie de notre code de déontologie. Mais ça ne nous aide pas beaucoup dans des situations très très précises. C'est vrai que c'est quelque chose de difficile à anticiper parce que dans certaines maladies, notamment je pense à la maladie cancéreuse, euh, l'évolution de la maladie est très variable d'un patient à un autre. Alors aller lui dire je veux une réanimation en cas de troubles respiratoires, je veux une chirurgie en cas de troubles digestifs, comme je le disais au début de la conférence, c'est assez pourvoyeur d'angoisse. En revanche, il y a des situations où on arrive plus facilement à cerner l'évolution possible, notamment les scléroses, dans les scléroses latérales amyotrophiques. Malheureusement, les patients ont des symptômes qui sont assez prévisibles.
Et personnellement, il m'est arrivé à plusieurs reprises de recueillir auprès des patients des directives anticipées dans ces situations, puisqu'on savait qu'ils allaient avoir des troubles respiratoires, hein, ou des troubles nutritionnels. Et ça se fait avec beaucoup de consultations. On va voir le patient très souvent, on s'adapte à son rythme et il écrit, il nous donne le document. Et notamment, j'ai en tête plusieurs de nos patients qu'on a accompagnés, toute l'équipe à Rion, et qui, même dans leur directive anticipée, avaient demandé en toute fin de vie de pouvoir bénéficier d'une sédation si les symptômes devenaient intolérables, et qui nous ont fait comprendre, hein, donc en toute fin de vie, quoi. Donc voilà, c'est des choses qu'on peut écrire, c'est une relation, ça fait partie de l'alliance entre le patient et le médecin, entre le patient et les autres soignants. On appelle ça, nous, l'alliance thérapeutique. Et c'est un chemin à faire ensemble, mais je crois qu'il sera plus facile à faire si les patients ont connaissance aussi de ces possibilités et que les soignants sont aussi mieux formés et informés. D'accord. Très bien. Alors, j'ai reçu aussi une question, de monsieur Montagne qui demande comment sont formés, les professionnels, de santé, par rapport, justement à la présentation du dispositif, des personnes qualifiées? Alors que ça soit pour la personne de confiance ou pour les directives anticipées, on a une formation initiale pour les médecins à la faculté pour l'ensemble des soins palliatifs qui est de quelques heures sur tout le cursus de 8 ans d'études. Donc autant vous dire que c'est ridicule. Moi-même et des soignants et beaucoup de soignants en France nous avons été formés aux soins palliatifs avec voilà, on a eu ces questions-là qui ont été abordées, on a été formés à les présenter. Mais malheureusement, je reviens dessus, j'insiste, et ça a été redit par le rapport SICAR aussi, et par l'Organisation nationale de fin de vie, l'Organisme national de fin de vie. La formation des soignants est très largement insuffisante et contribue au manque d'information des patients. On est largement responsable. Et je crois avoir entendu que dans les propositions de modification de loi, il y avait aussi un projet d'augmenter la formation initiale et continue de l'ensemble des professionnels de santé. Et je Mmh. m'en réjouis. Ouais. Oui, oui, oui. Non, mais oui, oui, c'est effectivement, oui. Il y a peut-être encore des axes d'amélioration, mais bon, ça, c'est pour toutes les professions pareilles, la Je même crois, chose, on va dire. je crois Oui, personnellement que le public peut pousser à ça. Et plus le public, oui. plus les patients, les familles nous solliciteront, parce qu'ils connaîtront ces mesures-là, Oui. plus ils nous pousseront à nous former. Et je crois que c'est voilà, les deux parties qui peuvent avancer ensemble. Oui, cela passera par, la sensibilisation, du public. Ben, espérons que notre webconférence, permette, justement de le faire et que les gens, voilà, soient plus conscients, on va dire, des différentes, démarches. Pour eux et puis pour leurs proches également. Nous avons eu aussi une autre question, tout à l'heure, ça a concerné alors, les directives anticipées. Une personne en situation de handicap mental peut-elle bénéficier des directives anticipées? Je vais peut-être, Adeline ou Alors, oui, oui. Enfin, alors là, on revient à la notion de consentement libre et éclairé. En fait, c'est vraiment cette notion-là qui va être interrogée. Euh, donc, les choses, je pense, seront évaluables au regard du handicap, parce que bon, on met quand même beaucoup de choses derrière la notion de handicap. Donc voilà, il faudra vraiment regarder au cas par cas. Et là encore, dans un dialogue avec un médecin qui pourra attester en effet que la personne a bien les moyens de pouvoir justement rédiger ces directives. mmh. Tellement. Nous, Alors moi j'ai je n'ai pas de population de handicap à l'hôpital de Rion, mais on a des personnes qui présentent par exemple des démences débutantes, qui ont des troubles de la mémoire, mais qui par ailleurs gardent un raisonnement au quotidien qui est préservé. Et pour ce genre de situation, pour ces patients-là, on fait le certificat médical qui atteste qu'ils sont capables de donner ce genre de décision et de rédiger leurs directives anticipées ou de désigner une personne de confiance. mmh. Oui, j'ai reçu également, une autre question, à laquelle je peux répondre et qui rejoint, aussi, justement la notion de, handicap physique,
ou psychique en fait, enfin plutôt psychique d'ailleurs. C'est la question est la suivante, c'est: «Un tuteur légal peut-il être une personne de confiance?» Et j'ai dit tout à l'heure effectivement que toute personne, pouvait, devenir personne de confiance. Donc un tuteur peut effectivement, assurer, cette mission si, la personne effectivement a été placée, sous mesure, judiciaire, que ça soit une curatelle, une sauvegarde de justice, ou une mesure de protection, juridique. Voilà. Donc voilà, bon, je pense qu'on a répondu à pas mal, de questions. Alors si jamais on en avait oublié, nous n'oublierons pas de de vous recontacter, pour vous donner des réponses, écrites. En tout cas, je vous remercie beaucoup madame Mazin, d'être, venue donc répondre, à toutes ces questions. Pour conclure cette webconférence, on peut dire en résumé que ces 2 dispositifs ont de nombreux points communs. Déjà, tout d'abord, ils facilitent tous les 2 la prise de décision médicale. Ensuite, ils sont tous les 2 facultatifs et doivent être écrits. Et vous aurez toujours la possibilité de changer d'avis, à la condition bien sûr de le signaler et de préférence par écrit. Alors nous souhaiterions savoir maintenant que nous arrivons à la fin de cette webconférence, comment ce temps avec nous. Donc un questionnaire d'évaluation vient de s'afficher, sur votre écran. Alors la première question, c'est: la webconférence a-t-elle répondu à vos attentes? Et la deuxième, l'animation de cette webconférence vous a semblé, très bien satisfaisante ou insatisfaisante? Donc je vous laisse quelque temps pour, nous répondre. Bon, je clôture. Donc je vois que donc globalement, donc vous êtes plutôt satisfait, de cette webconférence. Bon, il y a certainement encore des choses, à améliorer et nous ne manquerons pas de le faire, par la suite. Donc je vous propose donc que Adeline vous présente maintenant la prochaine webconférence qui se déroulera donc, la semaine prochaine. Adeline, tu es là? Oui, 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 Oui. je suis tout à fait là. Donc, nous voici donc à la fin de notre deuxième webconférence donc de cette série. N'oubliez pas notre dernier rendez-vous qui sera donc mercredi prochain, le 30 septembre, où nous évoquerons ensemble votre histoire médicale. Alors, pensez également à vous inscrire, hein, si jamais ce n'était pas déjà fait, à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Nous espérons en tout cas que ce temps d'information vous a apporté les éclairages nécessaires sur donc les directives anticipées et la personne de confiance. Bien entendu, nous remercions très chaleureusement le docteur Mazin d'avoir été présente, d'avoir répondu aux questions et d'avoir joué le jeu de cette webconférence, qui n'est pas toujours évident. Donc un grand merci à elle. N'hésitez pas également à nous contacter par mail si jamais vous aviez de nouvelles questions qui apparaissaient. Et sachez que vous pouvez également retrouver des informations complémentaires donc, à nos propos sur différents sites internet, donc notamment celui de l'ARS Auvergne ou encore sur le site du ministère de la Santé. Et donc pour ceux qui nous auraient déjà posé leurs questions mais auxquelles nous n'aurions pas répondu faute de temps, nous vous ferons une réponse différée, là encore par mail. En tout cas, n'hésitez pas à aller revoir nos vidéos, donc celles que nous vous avons présentées, ainsi que la webconférence en elle-même, étant donné qu'elle est enregistrée. Donc, vous pourrez tout à fait aller la revoir sur les liens qui s'affichent là encore sur votre écran. Encore une fois, nous vous remercions, toutes les 3, chaleureusement pour votre présence et nous vous disons à très bientôt donc, dans le cadre de la semaine prochaine. À très bientôt. Merci.